Bonjour, c'est pour Chiche TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Bonjour, alors je suis Fabrice Grimal, j'ai 40 ans, j'habite en Ile-de-France, je suis entrepreneur et candidat à l'élection présidentielle pour la Concorde citoyenne. Alors, pour quelles raisons souhaitez-vous vous présenter à l'élection présidentielle 2022? Alors déjà, j'ai été désigné par un collectif, un ensemble de groupes qui ont travaillé ensemble à l'élaboration du programme des programmes. Donc c'est un programme citoyen pour 2022 et après, sur la base de groupes qui viennent du mouvement social, principalement des Gilets jaunes. Et on a listé toutes les revendications, toutes les propositions, et on a fait en sorte de les transformer en mesures. Et comme on pensait que l'élection présidentielle surdétermine tout dans ce pays, et qu'on n'avait pas de candidat à qui on avait envie de confier ce programme, ou en qui on avait suffisamment confiance pour lui confier ce programme, on a désigné quelqu'un en interne, et c'est tombé sur moi. Alors dans votre programme, vous parlez du RIC. Vous pouvez nous expliquer de quoi il retourne? C'est le référendum d'initiative citoyenne, c'est la capacité pour les citoyens de prendre une initiative directe, sans l'aval des gouvernants, sans l'aval du gouvernement, du président ou du Parlement. C'est un outil de déblocage formidable, c'est une des grosses revendications des Gilets jaunes, pas la seule, mais une revendication importante, parce qu'on sent bien que le pays est perclus de blocage, que politiquement la situation a un mal fou à évoluer, qu'il n'y a pas de renouvellement de la vie politique dans ce pays, malgré les apparences, malgré le rajeunissement fait par Emmanuel Macron, et que donc le peuple doit pouvoir s'exprimer directement s'il en a envie, ou s'il en a besoin, pour faire passer une loi qu'il attend avec impatience, pour abroger une loi qu'il déteste et pour laquelle il n'a jamais donné son aval. Bref, c'est un moyen de forcer les référendums sur des questions importantes, des questions économiques ou de société. Et donc il y a différents types de RIC. Il y a le RIC qui modifie la Constitution, il y a le RIC qui crée une nouvelle loi, il y a le RIC qui abroge une loi, il y a le RIC qui peut révoquer quelqu'un. Et dans notre programme, on propose la révocation possible du président de la République à partir de mi-mandat, si jamais il fait mal son travail. Et quelle différence faites-vous entre la Constitution helvétique suisse et ce que vous cherchez? C'est-à-dire que dans la Constitution suisse, ils ont des référendums d'initiative populaire depuis longtemps. Est-ce que ce ne serait pas plus simple carrément de copier les 10-20 lignes de leur Constitution et de la mettre dans la nôtre? Non, parce que leur référendum est bien. Par exemple, là, en ce moment, nous, on a un psychodrame entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur la prolongation du pass sanitaire. Ça se passe dans des petits groupes, des alcôves, il n'y a pas de caméra, c'est des discussions de commission, de sous-commission. Alors qu'en Suisse, ils se posent la même question, mais ils demandent directement au peuple. C'est quand même mieux. Maintenant, c'est pas pour ça que leur système est idéal. Là-bas, c'est quand même le Conseil fédéral qui a la main sur le référendum, qui peut décider des questions, comment ils orientent les choses. En plus, il y a des médias comme chez nous, c'est-à-dire des médias qui fonctionnent pas très bien, qui sont pas vraiment pluralistes. Donc ils groupent les questions un peu comme ils veulent, enfin voilà, c'est quand même le gouvernement qui gère là-bas, donc même si l'initiative est populaire. Nous on veut un système qui va encore plus loin que ça, et où vraiment ça se passe entre citoyens. Okay. Alors dans votre programme, vous avez aussi l'indépendance de la justice. Vous pouvez me parler de ça? Oui, alors l'indépendance de la justice, il y a différentes manières de l'obtenir. En tout cas, la nôtre n'est pas vraiment la bonne. On voit comment ça se passe. C'est le ministère de la Justice qui dirige beaucoup de choses. Et l'indépendance des juges vraiment existe sur le papier. Dans les faits, ils dépendent soit de considérations personnelles, soit de considérations gouvernementales. Ils peuvent dépendre de leur groupe d'intérêt, ou ils peuvent prendre des décisions extrêmement politiques. Mais dans tous les cas, on ne peut pas appeler ça de l'indépendance. Pour nous, la seule vraie indépendance possible, elle vient de la légitimité. Il faut que la justice sorte du gouvernement, qu'il n'y ait plus aucun lien entre le gouvernement et la justice. Évidemment, on ne va pas créer un espèce de monstre livré à lui-même. Il faut que les citoyens aient la main dessus. Donc, nous, on dit 3 pouvoirs, 3 élections. Donc, l'élection du président, c'est l'exécutif, et l'élection législative, c'est le pouvoir législatif. Et donc, il faut l'élection du garde des Sceaux au suffrage universel, avec une vraie campagne sur qu'est-ce que doit être la justice dans ce pays, est-ce qu'on doit être plus sévère, moins sévère, comment doivent se comporter les juges, parce que des fois, il y a des abus. Ils sont toujours indépendants quand ça les arrange, c'est-à-dire quand ils font n'importe quoi, ils sont invirables, et là ils sont indépendants, et là ils vous le rappellent bien. Ils doivent pouvoir être sanctionnés.
En gros, voilà, on crée une autorité de justice indépendante avec une nouvelle version du Conseil supérieur de la magistrature, avec plusieurs corps qui travaillent ensemble, avec des élections internes et la grosse élection du garde des Sceaux pour savoir si on vote pour monsieur très sévère, monsieur sévère, monsieur statu quo, monsieur laxiste ou monsieur très laxiste. Donc, alors vous avez dit 3 pouvoirs, il y a aussi le pouvoir de la presse. Est-ce que c'est celui-là dont vous parliez dans le 3e? Alors, non, j'étais sur les 3 pouvoirs de Montesquieu, mais effectivement, on appelle souvent la presse le 4e pouvoir, et c'est vrai. De ce fait, il y a une espèce d'hypocrisie, puisque c'est un pouvoir qui est très peu régulé. Il n'est pas indépendant, et il assure pas sa mission de pluralisme. Peut-être parce qu'il est sous-financé, et qu'il a besoin de l'aide de l'État. Chaque année, 800 millions d'euros d'aide indirecte en franchise d'impôt pour les organes de presse, plus 800 millions distribués par le Parlement qui a la tête du client complet. Donc il n'y a pas d'indépendance en fait de la presse vis-à-vis du pouvoir, encore moins vis-à-vis du pouvoir financier, puisque les grands médias sont dirigés par des oligarques, des patrons de multinationales ou de très grosses boîtes qui la plupart du temps ont des contrats avec l'État et donc cherchent à s'acheter une influence. Donc il faut agir à plusieurs niveaux. Et ça ne peut, selon nous, se passer qu'au niveau constitutionnel. C'est le 4e pouvoir, il faut l'assumer comme tel. Le rôle de la Constitution est de définir l'équilibre des pouvoirs, y compris celui-là, y compris le 5e, c'est-à-dire les banques et la finance. Et donc, pour ce qui concerne les médias, des règles de non-concentration, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir un quotidien, plus un hebdomadaire, plus un mensuel, plus autant de télé de radio qu'on veut. Dans notre système, on pourrait posséder qu'un seul média. Et en plus, on demanderait aux Français d'attribuer l'aide à la presse, parce qu'on ne peut pas leur couper l'aide d'un coup, ce serait la mort de tous les canards. On demanderait aux Français d'attribuer l'aide à la presse, leur part d'aide à la presse, via le site des impôts 2 fois par an quand ils y vont pour faire leur déclaration. Et comme ça, ça permettrait de renouveler un peu l'offre médiatique. Et enfin, on se servirait du service public pour garantir le pluralisme via une chaîne de télé, France 3 ou France 5, et une chaîne de radio, par exemple France Inter, qui aurait les règles du CSA en période électorale, mais toute l'année, avec une égalité parfaite, et même les nouveaux qui passeraient, peut-être par tirage au sort. Mais voilà, ça garantirait un accès vraiment pluraliste à toutes les forces de la société. Alors dans votre programme, il est aussi question de souverainisme et de sortir de l'euro. Vous pouvez nous en développer là-dessus? La souveraineté, c'est la liberté, c'est l'indépendance, tout ça, c'est des synonymes en fait. Donc, on ne peut pas bien aller si on n'est pas libre de nos mouvements, si on n'est pas indépendant, enfin, qui peut être contre l'indépendance? Donc, on a vu avec le Covid qu'on avait eu un gros problème de souveraineté sanitaire, qu'on était incapable de produire nous-mêmes des masques, du gel, d'avoir suffisamment de respirateurs, qu'on était incapable de produire des médicaments de première nécessité, alors qu'on est un des plus grands pays de médecine, donc c'est quand même grave. On a été le grenier de l'Europe pendant des siècles et maintenant on vient de perdre notre souveraineté alimentaire. Depuis un an ou deux, on est dépendant de l'étranger. Voilà, et on produit moins que l'Allemagne, ce qui est quand même assez gênant, alors qu'on a la capacité de produire 2 fois plus. Bon. Y a la souveraineté numérique, on ne l'a pas, puisqu'on est sous l'Internet souverain américain, les GAFAM qui font ce qu'ils veulent, qui font la loi chez nous, en fait, la loi numérique chez nous est décidée là-bas. Même les systèmes d'exploitation aussi. Même les systèmes d'exploitation, tout. Donc il n'y a pas de souveraineté numérique, donc du coup il n'y a pas de souveraineté réelle militaire, puisqu'on est subordonné à l'OTAN et tous nos logiciels sont américains, donc bon, tout ça est une vaste blague. Il n'y a pas de souveraineté économique, puisqu'on n'est pas maître de notre propre monnaie, on ne peut pas décider de nos taux de change, on ne peut pas décider de nos taux d'intérêt, on ne peut pas décider, on ne peut pas recréer le circuit du trésor qui permet de financer facilement l'investissement productif de l'État. Donc on a les mains liées, la seule chose qu'on peut faire c'est maintenir les salaires le plus bas possible, c'est le seul élément de compétitivité qu'on a. Ça génère d'autres problèmes derrière évidemment. Donc voilà, et en tous les cas, la souveraineté politique maintenant elle n'existe plus non plus, puisque on est soumis au lobby, alors soit de Washington via Bruxelles, soit de tout ce qui passe par Bruxelles qui est le bras armé de la mondialisation financière. Et donc quand on a une bonne idée, on ne peut pas l'imposer, on ne peut pas pour nous-mêmes, on ne peut pas l'appliquer, on doit d'abord aller la négocier à Bruxelles avec 26 autres personnes, 26 autres pays qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, et à chaque fois la montagne accouche d'une souris, à chaque fois c'est la finance qui gagne, c'est les grands lobbies qui gagnent, puisque c'est eux qui ont le plus de pouvoir là-bas. Et eux en tout cas parlent d'une seule voix cohérente, alors que nous on est 27 pays éclatés, avec des intérêts divers, même totalement divergents parfois. Donc la France a perdu toute souveraineté. On
peut continuer la liste, mais elle a perdu au jour d'aujourd'hui toute souveraineté. Et notre programme prévoit de reconquérir ces souverainetés, souveraineté monétaire, souveraineté politique. C'est le seul moyen pour le peuple que son vote veuille dire quelque chose, que c'est les RIC qui va lancer veuille dire quelque chose, c'est que l'État soit libre de ses mouvements. Alors dans votre... Excuse-moi, il y a Bruno qui m'appelle. Ah, c'est que tu fais un peu... Bruno. Oui, la manif est en train de partir. Ok, d'accord. Bon, alors vous parlez aussi de commissariat au plan, réindustrialiser le pays, et aussi des taxes sur les transactions financières. Je pense à la taxe Tobin, c'est ça? Alors oui, la taxe Tobin, c'est le nom qu'on lui a donné dans les années 90. 72. Oui, alors ça date de ce moment-là, mais ça a été popularisé au moment où Attac s'en est saisi. C'est une taxe qui existe déjà sous plein de formes dans plein de pays. Il y a cette taxe en Angleterre, sauf à la City, toute l'Angleterre sauf la City. Il y a eu cette taxe à New York, jusque dans les années 80. Il y a toujours cette taxe à Singapour, par exemple. Mais c'est des toutes petites taxes qui sur vraiment une toute petite partie de la bourse, vraiment avec des critères, parce qu'il ne faut pas gêner, il ne faut surtout pas déranger. Nous, on veut rebasculer complètement, rééquilibrer complètement le système fiscal français qui a dérivé d'une ponction massive sur les classes moyennes, qui fait que les classes moyennes basses se retrouvent aujourd'hui paupérisées et à faire partie du prolétariat, en partie par les impôts, à cause des impôts qu'elles payent et des allocs qu'elles ne reçoivent pas en contrepartie. Et du chômage que l'euro a engendré. Il y a une raison encore plus importante, à mon avis, c'est le coût des loyers et de l'immobilier. Alors, mais il y a plein de choses. Il y a le coût de l'immobilier, il y a le coût de l'essence pour lequel les gilets jaunes sont descendus. Donc, en fait, il y a tout ça. Là, en ce moment, il y a des hausses sur à peu près tout. Bon. Donc, la taxe Tobin est une taxe vraiment très resserrée sur une certaine catégorie de produits financiers. Nous, ce qu'on veut, c'est une taxe véritablement universelle sur n'importe quelle transaction financière, y compris tirer du cash au distributeur. Donc, ça, voilà. D'un millième. Un millième d'absolument tout. Virtuellement, ça peut rapporter plus de 500 milliards si on prend l'estimation des transactions aujourd'hui. On sait que ça ne va pas rapporter ça, on sait qu'il y a plein de transactions qui vont passer à l'as, qu'il y a plein de transactions qui vont disparaître à cause de ça, grâce à ça, puisque par exemple, toute l'hyperspéculation faite par des robots, 10 000 transactions à la seconde, voire 10 000 transactions à la mini-seconde, toutes ces choses-là vont disparaître, seront plus rentables. C'est très bien, parce que comme ça, on aura des marchés plus stables. Et donc nous, on table sur une rentrée de 100 milliards, donc c'est vraiment une estimation plus basse tumeur en vrai. Rajouter à une taxe sur les véritables profits des entreprises, c'est-à-dire quelle que soit leur manière d'aller planquer leurs bénéfices à Île-de-Man, à Jersey, à Guernesey, aux Bermudes, aux Caïmans, à Monaco, au Luxembourg, où vous voulez, peu importe, on prend leur profit mondial consolidé, on prend leur chiffre d'affaires en France par rapport à leur chiffre d'affaires global, et on dit voilà, vous avez fait 10% de votre chiffre d'affaires en France, vous devez 10% de vos profits en France, au taux de 27%, passez à la caisse, ou sinon fermez boutique, Starbucks, il y aura bien des Français pour vous remplacer, et faire du meilleur café d'ailleurs. Donc il n'y a pas de problème avec ça, ça va rapporter, selon les estimations, ça peut rapporter beaucoup si tout le monde paye tout ce qu'il doit payer. Nous on tape sur 35-40 à peu près milliards, ce qui nous donne de quoi supprimer la CSG et la CRDS et donc occasionner un revenu immédiat de 10% supplémentaire pour tout le monde. Alors vous parlez aussi d'un plan de sauvetage de l'hôpital public et de rebâtir nos services publics en général. Les services publics ont été détruits dans ce pays progressivement, ils ont été vendus progressivement au privé, il y a eu des partenariats publics-privés où devinez qui en profitait le plus. Où les coûts devaient toujours baisser et finalement les impôts augmentent toujours parce que c'est pas vrai, ça ne marche pas. Avec l'énergie, c'est pire encore. Quand EDF est censé monter ses tarifs sur la base de directives européennes qui disent qu'elle doit vendre son énergie moins chère au privé pour qu'il puisse la revendre au même prix qu'elle, enfin c'est totalement absurde, ça n'a aucun sens. La France c'est un pays des services publics très fort depuis Saint-Louis, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est notre manière à nous de collectiviser une partie et d'atteindre à cette égalité qu'on aime tant, c'est qu'il y ait des postes partout, c'est qu'il y ait des hôpitaux partout, c'est qu'il y ait des maternités et des écoles partout, même si c'est des petites classes.
Même si c'est des petites maternités, c'est pas grave, c'est de la proximité, et c'est l'égalité des gens sur tout le territoire, les services publics. C'est refuser qu'on vende nos barrages, comme l'Union européenne nous le demande, c'est refuser de vendre la poste, et ainsi de suite. Donc nous on a un programme où on se sert du circuit du Trésor, donc des prêts à 0% faits par la Banque de France, pour rebâtir des services publics dignes de ce nom, même en créer de nouveaux, comme un Internet souverain français, totalement français, avec des puces françaises, du hardware français, des logiciels libres français, parce que les services publics vont avec la souveraineté, ils vont avec l'indépendance. Quand on est totalement dépendant de services privés, jusqu'à l'eau qu'on boit, qu'on tire au robinet, en fait on n'est plus libre. Alors maintenant, par rapport à la campagne, où en êtes-vous des 500 signatures et de l'argent pour la campagne électorale et du nombre de militants que vous avez? Alors, les militants, ça grossit au fur et à mesure de nos déplacements et de nos apparitions médiatiques. On a choisi de passer tous nos samedis comme on le faisait déjà avant, puisque la plupart d'entre nous sommes gilets jaunes et moi le premier chef depuis 3 ans. Donc tous les samedis on chante ça, on a démarré une tournée dans plusieurs villes de France, on est invité sur des ronds-points et on rencontre plein de gens comme ça qui sont convaincus, on fait des rencontres publiques où je peux détailler le programme, ça convainc les gens qui nous rejoignent, qui adhèrent, qui font des dons. Là, on a l'équipe en ordre de marche pour aller chercher les maires, qui ne va pas se contenter d'envoyer des mails ou d'appeler. On va vraiment, on a déjà commencé à le faire, mais là, on passe au niveau industriel, avec des objectifs chiffrés pour chacun dans son département, parce qu'il faut au moins 30 départements. Donc, on incite les gens à aller voir aussi dans les départements limitrophes pour en avoir un maximum. C'est difficile, c'est ingrat comme boulot, mais on en est conscient, mais on le fait. On est sans cesse rejoint par des nouvelles personnes qui nous aident, donc ça c'est très 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 encourageant. Et au niveau des dons, on ne s'attend pas à ce que Bernard Arnault, François Pinault nous fassent les dons qu'ils ont fait à Macron. Évidemment, on ne défend pas les mêmes intérêts, nous. Donc on compte sur les forces vives de ce pays, les citoyens, s'ils nous donnaient chacun 10 €, ce qui est le minimum pour adhérer à la Concorde citoyenne, ou pour donner directement au compte de campagne sur le site. Très vite on aurait de quoi faire une belle campagne, qu'on va faire de toute façon avec nos tripes, avec la volonté, avec les médias qu'on va pouvoir avoir, et je vous remercie notamment de faire cette interview. Et voilà. Alors, Chiche TV est une petite chaîne qui vit chichement et donc qui s'intéresse beaucoup à la précarité. Quelle activité gratuite nous conseilleriez-vous? Une activité gratuite? Ouais. Dans quel but? Loisirs, famille? Loisirs, famille, du moment que c'est gratuit et que ça peut occuper les gens qui n'ont pas d'argent. Alors j'ai envie de dire, si vous habitez au centre-ville de Paris, il n'y a rien. Voilà. Sinon honnêtement, rien de tel qu'une après-midi en famille, une randonnée avec les enfants, où on peut inventer des jeux soi-même. Alors moi je peux pas trop donner de leçons, j'ai mis ma fille à Mario Kart, donc on s'amuse beaucoup là-dessus. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de gratuit? Il n'y a plus grand chose de gratuit dans ce monde, en fait, quand on regarde bien. C'est ça le problème. En fait, il reste quoi? Il reste l'amour, et encore, pas toujours. L'amour filial, en fait. Enfin, familial. Ça, c'est vraiment la seule chose dont on sait qu'elle restera a priori gratuite. Alors, sauf pour ceux qui courent après un héritage ou qui veulent se marier à quelqu'un de très riche, mais ça va, c'est pas la majorité des gens. Alors, voulez-vous rajouter quelque chose pour clore cet entretien? Non, merci beaucoup. J'incite tous les gens qui ont vu cet entretien et qui l'ont apprécié à découvrir notre programme. Parce que moi, c'est une chose, mais on est très très fiers de notre programme. On a commencé par ça. Ma nomination arrive après. Comme on dit, on a mis le quoi avant le qui, parce qu'on pense que c'est une vraie démarche gilet jaune de penser d'abord aux solutions, d'abord au programme, de ne pas faire d'idéologie. Donc ce programme est à découvrir sur la Concorde citoyenne 2022.fr et sur les comptes Facebook et Twitter, la Concorde citoyenne 2022. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Manif. Au revoir. Au revoir.